Je sais pas si... Oui, nous entendons très bien. Oui, parfait. Donc, je me présente, Luc Bellinck, donc expert comptable et commissaire aux comptes, président du cabinet Accentis. Donc, nous sommes basés aux Antilles et en Guyane. On a des libéraux dans nos clients. Ça va de l'infirmière au cardiologue. Voilà, donc on a un peu tous les libéraux dans le milieu médical. Je pense que c'est mon truc qui a un problème. On ne vous entend plus? C'est bon. Là, vous m'entendez, ceux qui sont en visio, ou on a changé les piles du micro? C'est bon? Ok. Donc, on en était aux différentes étapes de vos inscriptions pour débuter votre activité libérale. Donc, après l'obtention de la licence de remplacement, après la signature, bien sûr, d'un contrat de remplacement, sans oublier la souscription d'assurance professionnelle et automobile éventuellement. Une inscription également à l'URSSAF, dans les 8 jours au maximum du début de l'activité. Idéalement aussi un organisme de prévoyance. Et bien sûr, il vous faut ouvrir un compte bancaire professionnel, séparé de votre compte personnel. Et après, organiser vos pièces comptables et avoir bien sûr un expert comptable aussi pour tenir votre comptabilité. Donc ça, on va passer. Alors, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Donc, l'expert comptable et le professionnel, donc le partenaire privilégié qui saura vous conseiller pour réaliser donc toutes les formalités. D'abord, le calcul du chiffre d'affaires prévisionnel que vous allez estimer d'après le contrat que vous aurez signé. Le calcul des charges sociales, des frais professionnels éventuellement déductibles. Et notamment du choix de la méthode de valorisation des frais de véhicule qui peut se faire soit au réel en fonction des dépenses réalisées ou avec un forfait kilométrique, avec un barème fiscal. Deuxième choix, c'est le choix du régime fiscal, on le verra par la suite. Donc vous avez une option pour le réel ou le micro-BNC. Également donc le calcul des abattements possibles, on le verra après. Et enfin la préparation et le calcul de vos déclarations d'impôt sur le revenu, qu'on appelle la 2042 PAMC. Et enfin, idéalement aussi, l'établissement d'un prévisionnel de trésorerie pour vous apprendre à gérer votre trésorerie, puisque quand vous commencez votre activité, vous avez des charges l'année d'après, des charges sociales ou des charges fiscales. Donc il faut garder de la trésorerie pour pouvoir assurer ces dépenses qui tombent la deuxième année. Donc les activités libérales relèvent de la catégorie des revenus appelés les bénéfices non commerciaux, qu'on appelle donc les BNC. La comptabilité se base donc sur des recettes encaissées et des dépenses décaissées. Il s'agit donc d'une comptabilité de trésorerie qui part de vos relevés bancaires, idéalement de votre relevé bancaire professionnel. Donc, il faut surtout bien séparer vos dépenses professionnelles et vos dépenses personnelles sur deux comptes
bancaires séparés. S'agissant de la comptabilité des recettes, les obligations sont les suivantes. Donc les mentions relatives à l'identité déclarée par un patient, le montant, la date et la forme du versement des honoraires doivent obligatoirement figurer sur ce qu'on appelle le livre des recettes, prévu à l'article 99 du CGI, c'est le Code général des impôts. Le secret professionnel ne peut remettre en cause ses obligations fiscales et comptables. La comptabilisation des recettes encaissées doit faire l'objet d'un cadrage avec le relevé annuel, le SNIR. C'est le système national interrégime disponible sur le compte Amélie-Pro, qui est émis par la Caisse d'assurance maladie. Donc nous, on rapproche chaque année votre SNIR, que vous recevez en général au mois d'avril de l'année d'après, avec vos recettes de l'année. Enfin, la comptabilité doit être régulière et tenue selon des règles comptables et fiscales en vigueur et pourra faire l'objet d'un contrôle de l'administration qui pourra demander tous les justificatifs. Donc les médecins remplaçants perçoivent du praticien titulaire du cabinet des rétrocessions d'honoraires qu'ils enregistrent donc en honoraires dans le livre journal à la date de leur réception en mentionnant l'identité du praticien titulaire. Ils bénéficient parfois d'avantages en nature, nourriture ou logement, qui doivent être inscrits en gains divers. Ils ne peuvent encaisser directement en leur nom propre le montant des actes. Ils perçoivent les honoraires pour le compte du médecin remplacé et doivent lui remettre dans leur intégralité. Donc ça, ce sont toutes les recettes que vous avez, dont vous avez bénéficié. Et après, vous avez donc le choix du régime fiscal. Donc au départ, vous bénéficiez du régime micro-BNC. Donc le régime du micro-BNC consiste en l'imposition des seules recettes encaissées, auxquelles l'administration applique un abattement forfaitaire de 34%. Ainsi, le contribuable renonce à déduire les dépenses réellement payées et est imposé sur 66% des recettes. Donc en conséquence, si les frais réels, frais de voiture, loyer, cotisations sociales, excèdent 34% des encaissements, ce régime est donc moins intéressant fiscalement. Et vous pouvez opter pour le régime du réel. Le champ d'application. Donc le régime du micro-BNC s'applique en 2023 aux contribuables dont le chiffre d'affaires de 2021 ou de 2022 est inférieur au seuil de 77 700. C'est-à-dire que si vous avez plus de recettes que 77 700, vous êtes obligatoirement au régime du réel. Ça, c'est uniquement pour le micro-BNC. Lorsque cette règle n'est pas respectée, donc le régime de la déclaration contrôlée est applicable de plein droit. Pour les entreprises nouvelles, le régime du micro est applicable les 2 premières années d'activité, quel que soit le chiffre d'affaires de ces 2 années, même s'il dépasse 77 000 euros. C'est un avantage pour les 2 premières années d'activité. Le chiffre d'affaires de la première année est ramené sur 365 jours en cas de début d'activité en cours d'année civile, ce qui est souvent le cas, puisque vous ne commencez jamais pile au 1er janvier. Dans le cadre du régime du micro-BNC, les obligations comptables sont allégées. Les professionnels doivent tenir et présenter sur demande de l'administration fiscale un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toute autre pièce justificative. Donc, pour finir sur le régime du micro-BNC, vous n'avez pas besoin de tenir de comptabilité, puisque vous allez déclarer uniquement les recettes que vous avez eues au cours de l'année, auxquelles vous appliquez donc un abattement. Donc c'est tout simple à déclarer. En cas de contrôle, on va juste contrôler vos recettes. Le deuxième régime, c'est le régime qu'on appelle du réel. Donc dans le régime réel d'imposition, le résultat est déterminé par la formule suivante. Recette encaissée, donc c'est le même que le micro-BNC, mais là on va déduire les dépenses réellement payées, sous réserve bien sûr que ces dépenses soient déductibles. On le verra après, quelles sont les dépenses déductibles. Le régime du réel d'imposition s'applique donc de plein droit lorsque le chiffre d'affaires de 2021 ou 2022 excède les 77 700, c'est-à-dire si vous dépassez ce seuil, vous êtes obligatoirement au réel, ou sur option, lorsque le régime du micro-BNC est applicable, mais que le contribuable choisit de déduire les frais réels. C'est-à-dire si vous avez moins de 77 000,
mais que vous avez, mettons, 50% de charge, vous avez intérêt à opter pour le réel. Vous êtes plus plafonné à 34% de forfait. Lorsqu'il choisit donc sur option le régime de la déclaration contrôlée, donc cette option est valable 1 an. De plus, pour revenir au micro-BNC, si c'est possible en fonction des recettes, c'est-à-dire si vous repassez en dessous de 77 700 €, la dénonciation est à faire par écrit avant le 1er février de l'année concernée. Donc là, on va voir les différentes charges déductibles quand vous êtes au régime du réel. Donc les dépenses professionnelles admises en déduction des recettes imposables doivent être nécessitées par l'exercice de la profession, constituer des charges nécessaires à l'acquisition du revenu professionnel. Sont donc exclues toutes les dépenses personnelles ou patrimoniales. Concernant les frais de repas qui sont déductibles, pour un repas pris seul, donc sans invité, le montant déductible correspond à la part supérieure à 5,20 € et inférieure à 20,20 €. Ça, ce sont les seuils de cette année, en 2023, puisque chaque année, ils sont revus. À titre d'exemple, donc le montant déductible pour un repas de 12 €, c'est 12 €, donc moins les 5,20 €, vous avez le droit donc de déduire 6,80 €, puisque les 5,20 € ne sont pas déductibles. Si vous avez dépensé 35 €, c'est plafonné à 20 € moins les 5 €, ça fait donc 15 € déductibles, et le reste n'est pas déductible. Le petit outillage, donc ce sont les objets, les matériels, les instruments que le professionnel utilise donc pour fournir les services qui sont l'objet même de l'activité exercée. Exemple, des lampes d'examen, un stéthoscope, un tensiomètre ou tout le matériel médical. Donc ces charges donc, sont déductibles. Si la valeur unitaire est inférieure à 500 € hors taxe, il est possible donc de déduire la totalité de la charge sur l'année de la dépense. Dans le cas contraire, la dépense sera considérée comme une immobilisation, c'est-à-dire qu'on considère qu'elle va durer dans le temps et on va déduire des amortissements annuels selon la durée de vie du bien considéré et admis par l'administration fiscale. Donc si vous achetez un matériel de 1 000 €, vous pensez le garder sur 3 ans, vous allez déduire 333 € chaque année, et non pas les 1 000 € d'un coup. Le local professionnel, bien sûr, donc les loyers versés sont déductibles si les bureaux du cabinet sont loués à un tiers. Il est également possible de déduire un loyer à soi-même si les bureaux du cabinet sont situés dans l'habitation dont le médecin est propriétaire, sous les conditions suivantes. Donc l'immeuble ne doit pas avoir été inscrit au registre des immobilisations du médecin, c'est-à-dire qu'il doit le garder dans son patrimoine personnel. Le contribuable doit pouvoir justifier du versement effectif de ses loyers d'un compte professionnel vers un compte personnel. Il faut qu'il y ait un mouvement financier, bancaire. Et enfin, le montant du loyer doit faire l'objet d'une déclaration au titre des revenus fonciers du médecin. C'est-à-dire que le médecin, il va devoir déclarer les loyers qu'il a perçus à titre personnel en revenus fonciers. Donc il le déduit de ses revenus professionnels, mais il sera imposé à titre personnel au titre des revenus fonciers. Concernant les frais de véhicule, donc par principe, les frais de véhicule suivants peuvent être déduits: l'amortissement du véhicule, les loyers, si vous avez acquis votre véhicule en crédit bail ou en location longue durée, et bien sûr l'assurance, le carburant, l'entretien, toutes les réparations, les frais de stationnement et également les intérêts d'emprunt si vous avez acheté avec un emprunt bancaire. Ces frais sont déduits au prorata de l'usage professionnel, appelé coefficient d'utilisation professionnelle. Donc en général, on considère que vous avez 7 jours dans une semaine, 5 jours professionnels et 2 jours personnels le week-end. Donc on déduit 5/7 des charges que vous avez eues sur l'année. À titre d'option, les professionnels peuvent opter pour la déduction forfaitaire de leurs frais de véhicule en appliquant au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel un barème publié chaque année. Donc ce régime est applicable également aux véhicules pris en crédit bail ou en location longue durée, sous réserve que le professionnel renonce à la déduction des loyers correspondants. On ne peut pas déduire les deux, bien évidemment.
Donc là, vous avez le barème des frais déductibles forfaitairement. Donc si vous faites, c'est en fonction de la puissance fiscale du véhicule, plafonné à 7 chevaux. Donc si vous faites 1000 km avec un véhicule de 7 chevaux, vous avez le droit de déduire 697 € sur l'année. Ça, c'est les frais forfaitaires, si vous n'optez pas pour le réel. Parfois, c'est plus intéressant, parfois, c'est plus intéressant d'opter pour le réel si vous avez des gros travaux dans l'année, des grosses réparations. Toujours pour les frais de véhicule, tant pour le régime du réel que la déduction forfaitaire, pour les trajets domicile-travail, le nombre de kilomètres déductibles est plafonné à 40 km pour 2 trajets quotidiens, donc soit 80 km par jour maximum. Donc, à concurrence donc, des 40 premiers kilomètres, vous avez le droit de déduire le forfait kilométrique, et au-delà des 40 premiers kilomètres, si vous arrivez à justifier de l'éloignement de votre domicile personnel par rapport à votre lieu de travail, ça peut être justifié et déductible. Et sinon, au-dessus de 40 km, ce n'est pas déductible. Alors, en récapitulant, donc là, vous avez donc la première colonne en première hypothèse. Si le véhicule est la propriété inscrite au patrimoine professionnel, c'est-à-dire que si c'est l'entreprise professionnelle qui a acheté le véhicule, toutes les charges de propriété et d'utilisation sont bien évidemment déductibles intégralement dans la limite du coefficient d'utilisation professionnelle. Si votre véhicule est également utilisé à titre personnel, vous devez réintégrer une partie des charges. Inconvénient, à la revente du véhicule, une plus ou moins value sera calculée et imposée dans la catégorie des plus-values professionnelles, et ça s'ajoutera donc à votre résultat de l'année, et ce sera imposé à l'impôt sur le revenu. Deuxième hypothèse, le véhicule est conservé dans votre patrimoine privé, où vous l'aviez peut-être avant d'exercer, ou le véhicule est mis gratuitement à la disposition du professionnel. Donc là, seules les charges d'utilisation sont déductibles intégralement dans la limite toujours du coefficient d'utilisation professionnelle. Inconvénient, on ne peut pas amortir donc la valeur du véhicule, et donc vous avez moins de charges. Hypothèse 3, vous avez un véhicule en location longue durée ou en crédit bail. Par nature, le véhicule est affecté au patrimoine professionnel, et donc c'est les mêmes charges déductibles que la première hypothèse. Enfin, en hypothèse 4, le véhicule est loué pour une courte durée. La durée, ce qu'on appelle courte durée, c'est inférieur à 3 mois. Et le montant du loyer payé au loueur est intégralement déductible. Alors, concernant les amortissements du véhicule, là c'est assez compliqué, ça dépend de le taux d'émission de CO2 du véhicule. Donc là, vous avez un petit tableau qui vous montre que plus le véhicule pollue, moins vous pouvez déduire la valeur d'acquisition du véhicule. C'est-à-dire que pour un taux d'émission de CO2 supérieur à 165, vous pouvez déduire uniquement 9 900 € de la valeur du véhicule. Donc si vous avez acheté 30 000 € votre véhicule, vous êtes plafonné à 9 900. Par contre, si le véhicule a un taux d'émission inférieur à 20, là, vous pouvez déduire la totalité des 30 000 € du prix d'acquisition du véhicule. Pour les véhicules électriques, il y a un petit avantage supplémentaire. Donc, les véhicules roulant exclusivement à l'électrique ou à l'hydrogène donc bénéficient d'un amortissement de 30 000 €, comme les autres véhicules entre guillemets non polluants. Mais en plus de l'amortissement du véhicule électrique, la batterie peut être amortie à 100%, à la seule condition d'avoir une facture détaillée qui mentionne le prix de la batterie. Donc ça, il faut bien penser à le demander quand vous achetez le véhicule. Si votre véhicule vaut 40 000 € et qu'il y a 10 000 € de batterie, vous avez le droit aussi de déduire en plus donc, le prix de la batterie. En général, cela varie entre 7 000 et 35 000 €.
Donc il faut bien penser à avoir la facture détaillée pour pouvoir déduire également la batterie. On a vu les charges déductibles. Maintenant, vous avez des impôts à payer sur votre activité professionnelle. C'est ce qu'on appelle la CET, la contribution économique territoriale, qui se compose de deux volets. Tout d'abord, une cotisation foncière des entreprises, la CFE, qui est exonérée la première année. Et un deuxième volet, la cotisation sur la valeur ajoutée, qu'on appelle la CVAE, qui est exonérée si le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €. Dans votre cas, ce sera souvent exonéré. Les médecins remplaçants donc, sont imposables à la CET dès lors que le nombre de leurs actes, la durée des remplacements et l'importance de leurs recettes sont suffisants pour caractériser l'exercice habituel d'une profession. Bon, ça, c'est des termes un peu fiscaux. La cotisation sociale, donc vous avez des cotisations sociales qui sont obligatoires au titre de votre activité. Elles sont bien évidemment déductibles à 100%. Les cotisations sociales ne sont pas dues pour une activité inférieure à 30 jours. Pour un début d'activité, la base de calcul retenue est une base forfaitaire correspondant à 19% du PAS, qui est au titre de 2023 de 43 992 €. Donc, vous avez 8 358 € pour les 2 premières années de cotisation à payer. Là, ça retrace toutes vos cotisations en tant que médecin du secteur 1. On ne va pas le lire en détail. Donc, la première année ou la deuxième année d'activité, pour les médecins de moins de 40 ans, vous avez un total de cotisations à payer de 5 778 € au titre de votre activité. C'est un forfait au début. Pour les médecins du secteur 2, les cotisations s'élèvent à 9 918 € au titre des premières années, toujours de façon forfaitaire, puisqu'après on calcule vos cotisations en fonction du bénéfice que vous avez déclaré à l'impôt sur le revenu. Oui. Pour le micro BNC aussi. Les cotisations sociales facultatives sont également déductibles. Donc, qu'est-ce qu'on appelle cotisation sociale facultative, c'est les cotisations de prévoyance, parce qu'elles ne sont pas obligatoires, ou de la prévoyance complémentaire également. Et ce qu'on appelle les frais de santé Madelin, donc c'est-à-dire la mutuelle. Là, il y a un calcul un peu compliqué qui est en fonction de vos revenus professionnels, qui vous permet de déduire tous les versements complémentaires que vous faites en plus des cotisations obligatoires. Donc il y a un plafond pour la santé et la prévoyance et un deuxième plafond pour la retraite, puisque vous avez intérêt également à cotiser à des retraites complémentaires. Et donc là, pareil, vous avez un plafond déductible chaque année en fonction de vos revenus, qui vous permet de cotiser à des retraites complémentaires. Concernant la TVA, donc là c'est un peu technique, mais bon, je vais tout vous lire parce que c'est... Donc les sommes reversées par un médecin remplacé au médecin remplaçant à l'issue du contrat de remplacement sont exonérées de TVA dès lors qu'elles rémunèrent une prestation de soins effectuée par un praticien auprès d'un patient. En revanche, la part d'honoraires conservée par le médecin remplacé et qui correspond à une redevance couvrant les frais de fonctionnement du médecin remplaçant, c'est-à-dire les locaux, l'installation, ne rémunère pas une prestation de soins à la personne et donc cette part est soumise à la TVA, sauf si le remplacement revêt un caractère occasionnel.
Donc, cependant, dans une réponse ministérielle récente, l'administration a finalement pris la position suivante. Les rétrocessions faites par un médecin remplacé à un médecin remplaçant doivent être soumises à TVA, sauf remplacement occasionnel, donc c'est-à-dire de moins de 30 jours. En tout état de cause, cette rétrocession d'honoraires peut bénéficier de la franchise en base de TVA. Donc pour les années 2023, 2024 et 2025, les seuils de franchise en base ont été modifiés. Les seuils de recettes s'élèvent à 36 800 €. Le seuil de tolérance s'élève à 39 100 €. Et au 1er janvier 2023, pour un médecin remplaçant situé dans les DOM, ce qui est une spécificité, il bénéficie du seuil de tolérance au 1er janvier 2023 au regard du chiffre d'affaires 2021 et 2022. Et la franchise continuera donc de s'appliquer au cours de l'année 2023, tant que le chiffre d'affaires réalisé ne dépasse pas, au cours de l'année 2023, et selon l'activité concernée, la limite majorée, c'est-à-dire 60 000 €. C'est-à-dire que si vous avez moins de 60 000 € de recettes annuelles en tant que remplaçant, là, il n'y a pas de TVA, et donc pas de TVA à reverser. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez aborder? Oui. Alors, on va peut-être... Ouais. Du coup, par rapport à la TVA, si vous avez expliqué dans l'autre diapo, du coup, c'est le médecin remplaçant qui doit donner une TVA quand on dépasse 60 000. Oui, alors, donc quand vous... En fait, vous allez collecter de la TVA à 8,5%. Donc, imaginons qu'il y ait 10 000 € d'honoraires hors taxe. Vous allez devoir vous facturer 8,5 de TVA au médecin remplacé. Donc, il va vous les payer et vous allez les reverser à l'État. Vous aurez toujours 10 000 € hors taxe pour vous. D'accord. En fait, on n'a rien à faire, nous, du coup. Enfin, c'est le... Non, parce que j'ai appris des choses. Mais en fait, donc, au final, c'est le médecin remplacé qui fait la démarche de la... Non. Ah non, c'est pas suivi tout, voilà. Non, c'est vous qui allez devoir collecter la TVA, c'est-à-dire le médecin remplacé va vous la payer et vous allez la reverser à l'État. Ok. Si vous faites plus de 70 000 €. Mais si on a des... Ouais. Les... Alors en fait, il va vous payer 10 850 € et les 850 € de TVA, vous allez les reverser à l'État. Ok. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est comme... Mais peut-être que vous êtes en dessous des 60 000 et annuels. Non. Eh ben, normalement, vous devriez... Mais... Ah oui? C'est sur les honoraires de rétrocession, oui, uniquement. Hein. Oui. En principe, oui. Ah non, c'est à vous de le faire. Juste si on achète une voiture
et qu'on la déclare, pareil, il y a un amortissement sur plusieurs années ou c'est sur l'année où on l'achète? C'est sur la durée c'est sur la durée, en général, on amortit sur 5 ans. Ok, c'est aussi un amortissement sur plusieurs années. Voilà. Donc si la voiture fait 30 000 euros, vous allez amortir 6 000 euros par an. Ok. Et deuxième question, ils avaient dit la cotisation première année, c'est 5 000 et quelques euros. Mais même si on remplace, je sais pas... Cotisation sociale. Oui, cotisation sociale. Mais si on remplace juste un mois chez un médecin et qu'on fait même pas ça, est-ce que dans tous les cas, la première année, on doit payer ça, même si on gagne? Oui, et après, en fait, vous avez une régularisation en fonction de ce que vous avez réellement perçu. Donc là, il y aura un remboursement. En fait, au départ, vous payez un forfait. En général, normalement, votre activité, elle augmente. Donc, on régularise en général à la hausse. Puisqu'en général, le forfait minimum ne suffit pas par rapport à votre résultat de la première année, et vous allez faire une régularisation et payer donc un complément au titre de la première année, mais ça, ce sera en N+2. Voilà. Et la deuxième année, vous payez aussi un forfait. Voilà. Mais les 60 000 euros, cela concerne les remplacements dans leur globalité sur l'année ou concerne un seul médecin? Sur l'année, le total. Parce que c'est bien marqué au cours de l'année 2023. Docteur Loriot a une question en ligne. Docteur Loriot, vous pouvez poser votre question? Votre micro est... Oui, bonsoir. En fait, on n'a pas abordé les gardes, puisque je sais que les gardes sont déductibles, enfin qu'on n'est pas obligé de les déclarer, me semble-t-il, et on n'a pas parlé là. Est-ce que vous avez plus de renseignements à ce sujet ou pas? Les gardes, c'est-à-dire pourquoi elles sont... Les gardes en maison médicale de garde. Oui, ça, c'est pas soumis et c'est pas déclaré l'impôt sur le revenu, c'est ça? Eh bien, normalement, alors c'est une condition particulière, je crois, quand il y a des déserts médicaux autour, mais normalement, la part, alors on est imposable sur le G, mais pas sur le CRD, c'est-à-dire une partie du montant qu'on demande aux patients. Et j'ai entendu plusieurs versions, des médecins dire que les remplaçants n'ont pas le droit de défiscaliser, et j'ai vu, moi, sur le site impôt.gouv.fr que ça concernait le médecin et le remplaçant. Oui, pour moi, c'est les deux. Hein. Les deux sont exonérés. Voilà, il n'y a pas de particularité, en fait, à faire, en principe. Non, ça, vous n'avez pas à le déclarer. On le met d'accord, dans le non imposable, on le met. Oui, nous, quand on fait le bilan BNC, en fait, on ne le met pas du tout dans les recettes soumises et imposables. Donc, ça apparaît nulle part. Mais il y a une case où on demande le non imposable, non? Oui, enfin oui. Pour l'URSSAF aussi, il y a une case comme ça. J'avoue, je sais pas s'il y a une case où on le... Ouais. Ok, mais c'était juste pour savoir si justement il y avait une particularité par rapport au remplaçant, puisque du coup c'était un débat qui avait eu lieu, donc je voulais juste avoir confirmation. Merci. C'est juste pour revenir sur l'histoire de la TVA. Admettons que du coup, la plupart des médecins ne versent pas les fameux 10 850.
Est-ce que du coup, si on a juste les 10 000, est-ce que nous, on peut déduire 8,5% des 10 000 ou pas derrière? Ben, vous n'avez pas intérêt parce que si vous les déduisez, vous allez les reverser à l'État. Donc, oui, c'est oui. Donc ça vous fait ça en moins. C'est vrai, c'est vrai. Sur qu'est-ce que vous appelez l'activité non libérale? Si on est salarié hospitalier, par exemple, et qu'on fait légal. Ah ben là, vous êtes imposé en tant que salarié. Donc ça se cumule, oui. Mais c'est deux impositions séparées. On aura 2 impositions séparées. Vous avez vos revenus salariés qui sont déclarés déjà sur la pré-remplie, en fait, qui sont déjà pré-remplis. Et après, vous avez votre activité libérale en plus. Nos revenus salariés n'impactent nos revenus. Ah non. Ok. C'est 2 revenus complètement séparés. Ok. Merci. Oui, ça on peut vous l'envoyer. Hein. Oui, on est à Dillon, dans la zone franche de Dillon. Vous l'enverrez à tout le monde ou pas le slide? Oui, oui, c'est prévu les slides seront envoyés à tout le monde. On m'entend? Oui, est-ce que vous pouvez revenir sur cette histoire de TVA parce que j'ai vraiment rien compris. En fait, quand on gagne plus que 60 000 euros par an, j'ai pas compris à partir de là. Ben, voilà. Donc, si vous avez si vous avez plus de 60 000 euros, vous êtes obligé, vous êtes soumis à la TVA. Oui. Voilà. Oui. Voilà, c'est pour l'année d'après, bien sûr. Et après, à chaque remplacement, on doit demander une TVA. Voilà. On doit demander une TVA, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que quand le médecin vous paye, il doit rajouter 8,5, puisque ces 8,5, vous devez les reverser à l'État. Voilà. Et ça, c'est... Oui, c'est ça. Sur la rétrocession, il doit rajouter 8,5. Oui. Ah, c'est pour ça que c'est l'année d'après. Ah bah oui, au début, vous ne pouvez pas le savoir. Oui, oui. Par exemple, on a fait 75 000 euros sur la totalité, ouais. C'est pas sur le dépassement.
Et au début de votre diapo, vous avez écrit l'interne et le remplaçant non taisé. Pourquoi ça a une importance qu'il soit taisé ou pas taisé le remplaçant? C'était dans quelle partie? C'était le tout premier, enfin le titre. Oui, ça c'est le titre. Ça change rien, ça, oui. Je sais pas pourquoi on a mis non taisé en plus. Mais... Ok, d'accord. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est aux impôts. Ouais, c'est une taxe. Tout ce qui est taxe, c'est aux impôts et après, c'est la CGSS quoi, ou les différentes caisses pour les charges sociales. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'avais une question. Oui, donc, quand on commence à remplacer, est-ce que à partir de quand il faut payer la cotisation forfaitaire? Qu'est-ce que vous appelez la cotisation forfaitaire? Enfin, est-ce que vous avez, enfin, les cotisations Sociales? Oui. C'est-à-dire, pour un remplacement occasionnel, si on commence à faire des remplacements occasionnels, est-ce que on doit payer un forfait de 5 778? Alors, je crois que c'est payable par trimestre. Donc, dans tous les cas, quel que soit le montant du remplacement sur l'année, on paye 5 778. Voilà. C'est ça. Et après, il y a une régularisation à la hausse ou à la baisse. Puisqu'en fait, au début, on ne connaît pas vos revenus. Donc, il y a un forfait à payer. Et après, vous déclarez vos revenus en général en juin de l'année d'après. Quand vous envoyez votre déclaration d'impôt sur le revenu, il y a également une partie sur les cotisations sociales dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. Et c'est à partir de ce moment-là que les cotisations sociales vont être calculées. Donc, vous allez recevoir en général en septembre de l'année d'après le calcul de vos cotisations de l'année d'avant. Et c'est en septembre de l'année d'après que vous aurez une régule à la hausse ou à la baisse en fonction de vos revenus de l'année. Oui. Social qu'on paye aux impôts. Que vous payez, non, que vous ne payez pas aux impôts. C'est déclaré sur votre feuille d'impôt, mais c'est payé à une caisse Voilà.
Donc la TVA, le chiffre d'affaires qui est déclaré, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. C'était ça la question, c'est voilà. La TVA, est-ce qu'on comptabilise la TVA que le médecin remplaçant nous a versé dans notre chiffre d'affaires? Non, donc le chiffre d'affaires, il est déclaré hors taxe, puisque la TVA, elle est reversée, et c'est donc le chiffre d'affaires hors taxe qui sert de base au calcul du revenu. La TVA, elle ne s'ajoute pas à votre revenu. Parce qu'en fait, vous la recevez pour la reverser à l'État. Oui, bonsoir. J'ai pas pu assister au début de votre présentation. J'ai une petite question pour les médecins salariés à l'hôpital. Est-ce que les options d'optimisation fiscale que vous présentez sont applicables ou... Non, pour les salariés, il y a... Ou est-ce qu'il y a d'autres options que vous faites qui peuvent s'appliquer à eux? Pas de déclaration spécifique pour les salariés. Sur les charges facultatives, si j'ai bien compris, en fait, plus on a de charges facultatives, plus on peut les déduire des impôts, c'est ça? Voilà, mais il y a des plafonds. Ok. Oui, enfin, oui. Un 10 000 euros de retraite, par exemple. Il y a un plafond. Vous avez d'autres Alors, il y a autre chose que j'ai pas compris. Pour les cotisations sociales, vous avez dit que c'est dans la case des impôts qu'on doit remplir les cotisations sociales de 5 778 €. Ah bon, bah d'accord. C'est quand vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu, il y a dans les formulaires une partie à renseigner sur les cotisations sociales. C'est-à-dire, vous allez déclarer sur votre déclaration d'impôt sur le revenu le montant de votre revenu qui va servir de base au calcul des cotisations sociales. D'accord. Donc ça, on va pas le payer la première année ou la deuxième. Parce que moi, je pensais que les 2 premières années, on était exonérés de cotisations Non. URSSAF. Vous n'êtes pas exonéré. Vous payez un forfait et après, il y a une régularisation en fonction du réel, c'est-à-dire de votre... D'accord. Donc dans tous les cas, c'est ce qu'on va payer les 2 premières années. Au minimum, d'accord. Ça dépend.